c'est du bon sens. Moins de lits et plus de patients, ça peut pas marcher. Non, mais vous avez tout compris et tout résumé de la problématique du monde de la santé aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'en fait, le monde de la santé, on l'a surtechnoCratisé, on l'a surcomplexifié, mais c'est quelque chose qui est finalement très simple. C'est une question d'offre et de demande. On a une demande de santé, une demande de soins de la part des Français qui augmente naturellement avec le vieillissement de la population. Pourquoi ? Parce que vous avez, par exemple, plus de chutes et de plus en plus d'urgences qui sont saturées par le fait que les personnes âgées chutent beaucoup plus qu'auparavant. Vous avez aussi une augmentation du nombre de cancers. Vous avez une augmentation de ce qu'on appelle les affections de longue durée. Donc vous avez une demande de soins qui augmente depuis 40 ans. Face à cela, les pouvoirs publics ont été dans l'impréparation puisqu'ils n'ont pas augmenté l'offre. On a fait l'inverse, on a comprimé l'offre de soins. L'offre de soins, c'est quoi ? C'est d'une part les hôpitaux financés par l'ONDAM, ça a été rappelé dans votre reportage. On a comprimer les moyens alloués à la santé, de sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec la France qui dépense 9% de son PIB en dépenses de santé, soit autant que l'Allemagne, mais pour autant, les soignants sont moins bien payés, on a moins de lits puisqu'on enferme tout le temps, et le personnel est malheureux. Et de l'autre côté, sur l'offre de soins, l'autre point, c'est le personnel hospitalier et le personnel soignant, ce qu'on appelle la démographie médicale. Or, celle-ci a été comprimée artificiellement avec ce que l'on appelle le numerus clausus. Donc, à un moment donné, quand vous avez un problème d'offre et de demande, la question à laquelle il faut répondre, c'est comment augmenter, soit vous baissez la demande, ce qui est complètement inadmissible du point de vue des Français, parce que c'est quelque chose, la santé, quelque chose auquel ils s'attendent, et le bien le plus précieux des Français. Donc, vous devez augmenter l'offre. Comment vous faites pour augmenter l'offre ? Nous, on a regardé le modèle allemand. Vous avez trois leviers pertinents. Le premier, c'est de rationaliser la dépense. Ce n'est pas normal aujourd'hui que dans nos hôpitaux, 35% du personnel d'un hôpital ne voit pas un patient. Que font tous ces gens dans la bureaucratie, la technocratie ? C'est insupportable. Le deuxième point, il faut arrêter avec les normes qui étouffent les soignants, etc. On a surchargé d'administration, les ARS, la HAS. Enfin, je pourrais faire la liste de tous les cibles qu'on a fait depuis des années. Et puis le troisième point, et ça c'est une mesure que les Français doivent entendre, c'est qu'il faut responsabiliser aussi les Français qui vont aux urgences, parce qu'il y a aussi beaucoup d'urgences, de gens qui vont en urgence pour de la bobologie, exactement. Ce qui n'est pas normal aussi. Nous y reviendrons, si vous le voulez bien. Ceux qui pensent que Donald Trump est fou, idiot ou stupide se plantent royalement. La réalité, c'est qu'en fait, Donald Trump, ce qu'il fait, vous prenez sur l'ensemble des sujets, c'est la chose suivante. Il ne s'agit pas de défendre ou pas sa politique, il s'agit juste de l'expliquer. Il prend chaque sujet, il dit, est-ce que ça rapporte ou pas ? Est-ce que ça rapporte aux Américains et aux États-Unis ? Oui ou non. Et vous prenez l'ensemble des sujets. Vous donnez, par exemple, l'ouverture, vous avez parlé des puits de forage, par exemple. Ça rapporte. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'être une superpuissance énergétique et donc ça vous permet de peser davantage dans le concert des nations, alors que les États-Unis, avant Donald Trump et même un peu avant Barack Obama, étaient en difficulté sur le plan énergétique, notamment parce qu'ils étaient dépendants d'autres pays, comme les pays du Golfe, etc. Deuxième point, vous prenez par exemple l'exemple de l'immigration que vous posez. Lui, il pose la question suivante. Il n'est pas contre l'immigration d'un point de vue général, il est contre l'immigration qui ne rapporte pas. Par exemple, si l'immigration, ça rapporte aux États-Unis, notamment sur des hauts profils qui viennent par exemple de Chine, d'Inde, etc., pour pouvoir jouer ce qu'on appelle la guerre des cerveaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les pays du monde se livrent une bataille pour récupérer les meilleurs talents du monde entier. Lui, il dit si ça rapporte, alors je prends. Alors donc effectivement, j'accueille des immigrés qui sont des immigrés talentueux. Mais sauf que lui considère que sur l'immigration illégale clandestine, certains pays n'envoient pas les meilleurs de leurs ressortissants. Il prend par exemple l'exemple du Salvador ou des pays d'Amérique latine et il dit la chose suivante: on nous envoie pas les meilleurs immigrés, ça ne rapporte pas. Ils nous ramènent des crimes, des viols ou des actes de vandalisme. Alors ça, je n'en veux pas. Et donc la méthode Trump, c'est de dire stop à tout ce qui ne rapporte pas et OK pour tout ce qui rapporte. Et donc nous, en tant qu'Européens, il faudrait qu'on s'inspire de la même méthode, puisqu'il faut qu'aujourd'hui, la politique migratoire rapporte plus qu'elle ne coûte. Or aujourd'hui, malheureusement, pour les Européens, elle coûte beaucoup plus qu'elle ne rapporte. Mais justement, Julie Girard, nous avons une Europe progressiste qui n'arrive. Quand on écoute ce que dit Arnaud très justement, c'est qu'on a la sensation que ce sont aujourd'hui les juristes qui décident de la politique migratoire, en tout cas en ce qui concerne de l'asile dans notre pays et plus globalement dans l'Union européenne. Or, la question qui est posée au peuple européen depuis le début, c'est qu'ils veulent reprendre le contrôle sur la politique migratoire. Ce ne sont pas aux juges et aux sociologues de définir qui est éligible ou pas au droit d'asile. Et donc le droit d'asile ne doit plus devenir un droit d'exil. D'autant plus qu'aujourd'hui, malheureusement, ceux qui ne sont faussement demandeurs du droit d'asile et qui ne sont pas renvoyés dans leur pays, c'est-à-dire que quand vous regardez les chiffres au niveau français,
Français. 65% des déboutés du droit d'asile, donc ceux qui ne correspondaient pas à la définition déjà très large et très étendue, ne sont pas renvoyés chez eux. Et ça pose un problème aux Français qui est qu'aujourd'hui, on n'a plus le contrôle de la politique migratoire. Mathieu Hoc, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour cette première heure, secrétaire général Le Millénaire. On est en rond là depuis le Covid. Oui, bien sûr, parce que depuis le Covid, on n'a jamais raisonnablement remis en cause le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France dépense 9% de son PIB et donc de sa richesse nationale dans les dépenses de santé. C'est un chiffre qui est similaire aux autres pays européens, notamment un pays comme l'Allemagne. Et pour autant, quand on compare le système de santé allemand avec le système de santé français, les hôpitaux, il y a plus d'hôpitaux en Allemagne, il y a plus de lits et surtout, c'est qu'il y a le personnel soignant est beaucoup mieux valorisé, beaucoup mieux rémunéré. Et donc, de fait, il y a davantage de soins en Allemagne qu'il ne peut y en avoir en France. Alors qu'on pensait pour autant qu'on avait le meilleur système de santé au monde avant la crise sanitaire. Quelque chose que maintenant plus aucun soignant pourrait vous dire raisonnablement. La cause de cela, c'est parce qu'il y a un décalage abyssal entre l'offre de soins et la demande de soins, comme vous l'avez justement souligné. La demande de soins augmentant beaucoup plus vite que l'offre de soins. Mais le réel problème que ça pose, le système de santé, c'est que c'est véritablement l'illustration même de la crise des services publics. Parce que où vous fermez les lits d'hôpitaux, en règle générale, vous les fermez dans les territoires ruraux, ouais. vous les fermez dans les territoires périphériques. C'est pour cela que vous avez des maternités, des services d'urgence qui ferment. Par exemple, je prends un exemple à Annecy, entre Nantes et Angers, territoire rural par excellence, vous avez la maternité est fermée. Selon la DGOS, donc la Direction Générale de l'Offre de Soins, 25% des services d'urgence sont aujourd'hui partiellement fermés, et principalement dans les zones rurales. Et donc vous arrivez à un paradoxe qui est, et je pense tous les Français qui nous écoutent, qui habitent dans ces territoires-là, ressentent, et qui est terrible, c'est qu'il y a des gens qui bossent tout le temps, qui payent leur cotisation santé, qui payent pour un système de santé, et qui renoncent aux soins, qui renoncent à aller voir le médecin parce qu'il n'y a plus de médecin de ville, qui renoncent à aller aller dans les services d'urgence parce que le temps d'attente est beaucoup trop long. Alors même que vous avez des gens qui ne cotisent pas à côté et qui vont toucher la CMU, l'AME, etc., etc. Et donc vous avez un véritable enjeu pour le système de santé, c'est d'une part d'augmenter l'offre de soins, mais surtout que l'offre soit beaucoup plus équitablement répartie entre tous les Français. Et Julie Girard, une autre problématique aussi, c'est que Mathieu Hoc le rappelait. Je pense parce qu'en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a deux sujets, il y a deux explications à cela. La première, elle est d'un point de vue intellectuel ou idéologique, et l'autre, elle est d'un point de vue du réel. Je vais prendre dans le désordre, mais si on prend le réel, le wokisme, la difficulté qu'a le wokisme, ce que vous appelez le wokisme, c'est qu'il est complètement déconnecté du réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui vivent là, qui sont là depuis 1000 ans et qui veulent rester là encore depuis 1000 ans et qui n'ont pas forcément envie d'adopter tous les délires de ce que vous pouvez appeler le wokisme. Le deuxième point, il est d'un point de vue idéologique, c'est-à-dire qu'en fait, le monde anglo-saxon, qui finalement est ce qui guide le reste de l'Occident et de l'Europe d'un point de vue global au niveau des idées, est en train de vivre une seconde révolution conservatrice et non pas une révolution progressiste. Alors qu'on pouvait penser qu'après les années 80-90, après la première révolution conservatrice Thatcher-Reagan, que cette révolution-là avait été balayée par le retour des démocrates, que ce soit aux États-Unis ou des travaillistes au Royaume-Uni, et puis de la gauche social-démocrate dans les pays d'Europe et également en France avec François Hollande, puis Emmanuel Macron qui est l'incarnation de cela. On a vu que depuis 2015-2016, il y a eu une rupture, ce qu'on appelle la seconde révolution conservatrice dans notre think tank, c'est-à-dire le Brexit avec Boris Johnson qui a porté Boris Johnson et puis Donald Trump. Et cette révolution, cette seconde révolution conservatrice, on s'est posé la question de est-ce qu'elle était un effet de mode ou est-ce qu'elle était durable. Et ce que l'on voit, c'est que les confinements et la crise sanitaire a un petit peu balayé les populismes de droite. Là, ils sont de nouveau en progression. Pourquoi ? Parce que le wokisme, dans un même temps, a complètement décliné. Et vous le voyez aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. Vous le voyez aussi dans le monde occidental où les gauches, notamment dans certains pays européens, que ce soit au Royaume-Uni ou dans les pays nordiques, s'éloignent de plus en plus des thèses wokistes. Et il ne restait finalement quasiment que le Canada qui restait le dernier pion progressiste au niveau occidental et qui lui-même est en train de tomber puisque Trudeau aussi est en grande difficulté au Canada. Et donc tout cela me fait dire qu'effectivement, on va vers une fin de règne du wokisme et des progressismes et que l'on va assister à une seconde révolution. J'ai été frappé.